Bienvenue dans Next Épisode, votre nouveau podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera, souvent, on analysera, éventuellement, on s'écharpera, évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Pour cette première, j'annonce de l'expertise brillante, de la formule qui claque et de la mauvaise foi, et pour cela, un duo de choc qui n'oublie pas le charme. Roland Cros, bonjour. Bonjour Charline. Et Romain Burel, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Charline. Au menu du jour, le palmarès des Golden Globes. La cérémonie s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi. Mes experts en sont encore tout jetlagués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la petite brève d'actualité. Benedict Cumberbatch bientôt de retour à la télé pour une mini-série intitulée Patrick Melrose, dont le teaser vient d'être dévoilé, l'histoire d'un dandy addict alcoolo-mégalo. Après Benedict High Functioning Sociopath dans Sherlock, why not? Je ne vous demande pas, messieurs, si c'est une bonne nouvelle, puisque je décide arbitrairement ici que oui, en fait. Ah ouais, Vous êtes d'accord, on est content, mais il en fait toujours des caisses, donc il va encore en faire des caisses, non? Ça part très très mal, ça va très très mal. Ce Cumberbatch, c'est inattaquable. Tant qu'on pose les bases tout de suite de cette émission, ce n'est pas. Je suis là pour foutre la merde, moi. D'accord. Romain? Moi, je garde un terrible souvenir de lui en interview. Cet été, enfin, il m'a bousillé une promo pour la sortie du film qu'il avait fait sur. Oui. Dont j'ai mangé le titre maintenant, mais. Sur le mathématicien. Et sur le mathématicien homosexuel. The Imitation Game. Voilà, exactement. Donc, je lui en tiens dedans et rigueur pendant très très longtemps. Mais... Ok, donc je vais tout de suite changer de débatteur. Dossier du jour. The Golden Globes turned 75 this year. But the actress that plays its wife is still only 32. There you go. Je trouvais que ce petit sonore de la cérémonie donnait assez bien le ton. Messieurs, impression générale sur le palmarès, avant d'entrer dans le détail. Ça en dit loin. Ah non, mais j'ai trouvé ça très ennuyeux. Hautement politique, comme on s'y attendait, c'est-à-dire en fait, finalement, c'est le palmarès le plus cohérent qui ait jamais eu lieu aux Golden Globes, mais qui s'explique par l'idée qu'il y avait une idée beaucoup plus importante à faire passer. Du coup, je suis à peu près d'accord avec rien. Concrètement, sur la qualité des séries, etc. Mais je comprends tout à fait pourquoi c'était important de le faire, pourquoi une série comme Big Little Lies aujourd'hui est donc une série qui est faite par des femmes qui parlent des femmes, avec beaucoup de femmes, avec des femmes à la production, doit d'être mise en avant. Je comprends aussi pourquoi on met autant en avant The Handmaid's Tale aussi, même si moi j'ai beaucoup de réserves sur la série. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est quand même des choix très politiques, mais en fait très policés. C'était politique et policé. C'est tout comme leur tenue noire, où en fait ils ont fait un super effet sur les photos. En fait, finalement, derrière ces espèces de chocs, il n'y a pas grand-chose derrière. C'est-à-dire que le discours est quand même très convenu et que c'est devenu un peu cool et un peu obligatoire d'être politique. Et moi, j'ai trouvé que justement le palmarès, mais surtout les nominations, n'étaient pas si audacieuses que ça. Alors sur l'histoire des robes noires, je vais me permettre un très cinglant pas d'utérus, pas d'avis. Et passons maintenant au détail. Moi, je suis venu que pour parler des robes, et Romain aussi, je pense. On ouvre sur la catégorie mini-série carton plein. Donc vous le disiez, pour Big Little Lies, série réalisée par Jean-Marc Vallée, écrite par David E. Kelly, diffusée en France par OCS City. Meilleure mini-série, meilleure actrice pour Nicole Kidman, meilleure actrice dans un second rôle pour Laura Dern, meilleur acteur dans un second rôle pour Alexander Skarsgård. Prévisible, sûr, mérité. Ouais, comme tu disais, c'est un beau produit. Enfin, il y a un truc qui est quand même un peu carré, bien foutu. C'est adapté d'un roman qui était déjà pas un roman génial et vraiment qui est transcendé par le jeu des actrices, par la mise en scène et par un ton qui est quand même. On a beaucoup dit que c'était une série sur les femmes. C'est surtout une série sur l'American Way of Life, l'espèce de middle bourgeoisie américaine. Et puis ça nous montrait comme un truc qu'on avait un peu déjà vu dans Desperate Housewives, qu'en fait elles sont toutes cinglées, que ça va mal, mais que finalement derrière la douleur et la souffrance, il y a aussi quelque chose des personnages héroïques. Moi, je trouve que c'est l'exemple parfait de la série qui est à la fois politique, féministe, mais qui en même temps a un féminisme qui est quand même très policé, très carré. Je trouve que ça manque d'un truc un peu. Je trouvais par exemple que Feud, la série de Ryan Murphy, sur l'opposition entre John Crawford et Bette Davis, elle me paraissait peut-être plus méchante et plus forte sur la manière dont on avait manipulé les femmes, notamment manipulé la colère de deux actrices pour utiliser le système. Donc s'il fallait faire un coup, effectivement, peut-être que moi j'aurais récompensé Feud. Après Big Little Lies, c'est totalement mérité.
Et puis Feud avait cette qualité de parler d'une féminité qui était des femmes d'âge mûr, ce qu'on voit pas très souvent en plus en série, etc. Donc je trouvais que effectivement ça aurait été un choix plus audacieux. J'ai quand même envie de défendre Big Little Lies parce que je trouve quand même que c'est vraiment une très très belle série portée par vraiment des actrices moi que j'ai même redécouvert en fait. J'adore Reese Witherspoon pour des tas de mauvaises raisons, La Vengeance d'une blonde entre autres. Mais là, enfin, j'ai vu une très très grande actrice quand même, quoi. Et Kidman aussi dans un rôle avec une mise en abîme, avec sa vie privée, avec le rôle qu'elle avait déjà eu chez Kubrick, etc. Donc ça m'a vraiment vraiment beaucoup intéressé. Ça m'a donné envie d'aller à Monterey aussi, d'un point de vue touristique. Mais c'est pas un peu le problème de cette série-là, c'est que c'est un peu touristique. Et comme tu dis, on est quand même face à des actrices qu'on connaissait déjà et des féminités qui sont quand même des féminités un peu normées en fait. Mais c'est des actrices de cinéma qu'on voit dans une série et du coup il y a cette qualité-là aussi dans la série, c'est qu'on les voit du coup exister d'une manière, prendre une amplitude et une profondeur qui moi m'a vraiment bouleversé en fait. Il y a des scènes de sexe en fait notamment pour Nicole Kidman où elle va très très loin, où elle c'est pas toujours évident en plus pour une femme de plus de 40 ans de se montrer à l'écran, etc. comme ça, pas toujours mise en valeur. Je trouve que la série elle était distinguable en tout cas de ce point de vue. C'est pas le choix le plus critiquable je trouve de ces Golden Globes de cette année. Oui. Très rapidement, la mini-série qui avait votre aval? Feud? Feud, ouais, vraiment. Romain? Ouais, Feud, c'était vraiment pas mal du tout. Je suis pas un pur fan de la facture de la série parce que je trouve qu'il y a un truc un peu théâtre filmé, etc., qui commence à m'ennuyer un petit peu chez Ryan Murphy. Mais c'est vrai que c'était quand même une très très jolie série et puis surtout sur un thème encore une fois pas évident. Et on était content pour Laura Dern. Je le précise, l'objet de notre deuxième next épisode. Et j'étais très content pour Laura Dern, qui est vraiment l'actrice un peu de l'année. Qu'on voit plus beaucoup. Mais qu'on voit partout. Non, mais là, grâce à la série, mais qu'on voyait plus trop. Ah non, qui a un comeback. Elle est quand même dans le Star Wars cette année. Elle était dans Twin Peaks, elle était dans Big Little Lies. Et par exemple, son personnage dans Big Little Lies, c'est le plus borderline, c'est le plus cinglé. Et je trouve que c'est celui qui m'a le plus intéressé, moi, dans la série. Et j'étais content pour. Enfin, vraiment, c'est le prix auquel je l'aurais donné à Laura, en fait. Alors, mini-série toujours, Ewan McGregor, meilleur acteur pour Fargo. Éclatant au passage Kyle MacLachlan, Robert De Niro, Geoffrey Rush et Jude Law. Est-ce que ça vous réjouit? Non, mais ça va pas la tête, quoi. Non, mais c'est un scandale. Enfin, les gens qui ont vu Twin Peaks, qui sont envoyés les 17 heures de la série, savent que s'il y avait un prix à remettre cette année, c'était bien à Kyle MacLachlan. Je suis désolé, je suis bouleversé par ce qu'il a fait dans cette troisième saison de Twin Peaks. Je trouve que au-delà même du travail de David Lynch, c'est un acteur phénoménal en fait, quoi, et qui est capable de à peu près tout jouer. On l'a vu dans des merdes absolues aussi, même assez récemment, et de le revoir. Enfin, moi, ça m'a bouleversé, physiquement bouleversé quand je l'ai vu apparaître à l'écran. C'était surtout le seul truc auquel on se raccrochait dans la série, c'est-à-dire que les gens qui ont suivi Twin Peaks, on l'a suivi à travers Kyle MacLachlan. Je suis pas un grand fan de la série de Lynch, mais s'il y avait bien quelqu'un à récompenser, il joue quand même 3 rôles complètement cinglés. Il est impressionnant, il compose et en même temps, il est jamais dans le travail. C'est un peu acteur studio en fait, Kyle MacLachlan. Donc il y avait vraiment un truc à faire là. Et puis surtout, c'était la seule nomination de Twin Peaks. Et quand bien même la série a des détracteurs, c'était quand même pour le coup un choix assez culotté. Il aurait fallu que la série soit beaucoup plus nommée. Des détracteurs dont vous faites partie. Je balance, je n'ai pas peur. Des détracteurs qui questionnent. Je note juste que ni l'un ni l'autre ne me commentait le fait que ce soit Ewan McGregor. Aucun commentaire à faire sur Fargo ni sur sa prestation. C'est la plus mauvaise saison quand même. Donc c'est quand même refiler un prix parce que c'est un nom. Moi je trouvais que c'était la plus mauvaise saison de Fargo et qui s'en sortait plus ou moins, mais que façon ça casse à Kyle MacLachlan, pour le coup, il n'y avait pas photo. Et qui arrive à nous faire rire, enfin moi aux éclats, de manière chapinesque, et vraiment flipper aussi dans la même série. La performance de McGregor dans Fargo, moi, elle m'a relativement amusé, mais voilà, c'est pas un acteur que je tiens en haute estime de toute façon. Donc, oui, c'est le festival du postiche, quoi, et c'est pas plus intéressant que ça. Catégorie meilleure série dramatique, The winner is The Handmaid's Tale, que je n'arrive jamais à prononcer en anglais, donc La Servante écarlate, on va dire, de Bruce Miller, meilleure série, donc, et meilleure actrice pour Elisabeth Moss. Alors vous êtes plutôt épouse ou servante? Alors là, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est très compliqué de dire du mal de cette série parce que c'est devenu l'incarnation de la série anti-Trump. Pour le coup, là, on est assez d'accord avec ça. Et puis, expliquez pourquoi, très cher. Parce que la série, en fait, raconte comment, petit à petit, le corps des femmes va être manipulé, utilisé dans une société de plus en plus moraliste et une société qui devient une société tyrannique. Et puis surtout, la série a été reprise par un effet de pop culture puisque le
le costume des servantes écarlates est devenu un symbole de protestation contre Trump. Moi, j'adore l'idée, la pop culture qui s'empare de la politique, super. La seule chose, c'est que moi, je trouve que la série est très rentre dedans, qu'elle est très bam dans ta gueule. C'est-à-dire que t'as pas le choix de... C'est vraiment une série qui te met des coups. Et je trouvais que finalement, alors là je vais faire hurler Romain, je le sais, que sur la féminité, sur la question du patriarcat, sur la manière, The Crown saison 2 racontait des choses de manière peut-être un peu plus forte, et peut-être de manière un peu plus subtile peut-être, mais qui me semblait totalement, au moins tout aussi fort que The Handmaid's Tale, même si le pouvoir pop de The Handmaid's Tale l'a emporté, et tant mieux. Mais encore une fois, quitte à faire un choix, je trouve, sur justement le pouvoir des femmes, cette reine dans The Crown, tous les épisodes en fait ne parle que de la domination masculine sur cette femme qui est censée être le cœur de l'Angleterre. Donc vous vouliez en fait, vous vouliez le Golden Globe pour Claire Foy. Complètement. Non mais là, okay. En plus c'était sa dernière apparition en reine puisque la saison 3 on change d'actrice. Je trouve l'actrice, mais vraiment tous les acteurs de The Crown phénoménaux. Ouais, alors, Romain, non, mais voilà. je sais que The Crown il essaie de nous la refourguer depuis, mais c'est insupportable à regarder. Il y a aucune proposition de cinéma dans cette série. Il y a que des chants contre chants avec des gens qui parlent pendant des heures. Je regarde déjà pas les émissions de France 2 l'après-midi, c'est pas pour me taper un truc comme ça. Mais bref, ça c'était vraiment entre parenthèses. Et sur la servante écarlate. Mais bizarrement, moi j'ai plutôt envie d'en dire du mal. J'ai adoré les premiers épisodes. Vraiment, ça m'a scotché au mur. La misogynie. Non, du tout. Vraiment, je trouvais qu'il y avait en plus d'épouser absolument le point de vue narratif de cette femme. Ça m'a scotché. Et puis en fait, au fur et à mesure de la saison, la série m'a absolument perdu. Vraiment, je trouve que en plus il y a des errements scénaristiques assez hardcore plus loin dans la série. Et moi, elle m'a vraiment perdu. Donc la déception, elle était à la hauteur de mes attentes sur les trois premiers épisodes. Donc je trouve que c'est une bonne série, mais qui souffre soit d'un manque de moyens, soit un manque d'écriture, ouais, en tout cas, ou d'ambition en tout cas. Et je vois pas bien comment on peut faire une saison 2. C'est-à-dire qu'il y a quand même, une fois qu'on a posé l'univers, que tout ça, je trouve que la série, à mon avis, va être amenée soit à se répéter, soit à être dans la surenchère. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un côté démonstration de violence qui est très dans l'époque, qui correspond parfaitement justement à la colère qui est exprimée, mais qui va un peu tourner en rond en fait. Et en plus, je trouve que c'est une série il y a un vrai manque de moyens. Parlons-en, soyons très honnêtes là-dessus. Il manque un peu de pognon pour en faire quelque chose de vraiment intéressant, je trouve. Je suis pas super intéressé d'avoir envie de me regarder une saison 2, effectivement. Et sur la prestation d'Elisabeth Moss? Elle va avec le reste, c'est-à-dire que c'est à la fois une actrice très étrange. On l'a vu aussi cette année dans la Palme d'Or The Square, où pareil, elle a toujours quelque chose où elle frôle le personnage inquiétant, le personnage un peu dangereux et en même temps la petite chose fragile. Elle est effectivement formidable dans la série. On est en train là de mettre des bémols. C'est quand même une série très importante et qui a eu un effet politique qui est quand même, à mon avis, très intéressant. Mais effectivement, moi je trouve que ce que fait Claire Foy dans The Crown, qui tient simplement dans la même manière à son regard, à la manière dont elle pose son texte, dont elle n'est pas dans l'imitation de la reine, moi je trouve vraiment, il y a des épisodes de The Crown, et je dis ça rien que pour emmerder Romain en face, il y a vraiment des épisodes que je trouve sublimes, qui tiennent du chef-d'œuvre. Et puis, puisqu'on peut parler un petit peu du palmarès, il y avait quand même en compétition, il y avait Maggie Gyllenhaal dans The Deuce, qui m'a vraiment ahuri dans la série, qui est vraiment sublime, qui a vraiment un rôle incroyable, d'une profondeur vraiment... Elle, pour le coup, elle m'embarque et j'ai vraiment envie de voir genre 12 séries, 12 saisons avec elle, parce que c'est vraiment un personnage où on sent qu'il y a énormément derrière, quoi. Et pareil, qui était un rôle très fort, un rôle féminin très fort, et un rôle qui questionnait justement les normes féminines dans sa mise en scène du corps. Je trouve que, évidemment, le choix Elisabeth Moss était gagné d'avance, en fait. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle l'aurait. Je trouve que c'est plutôt dans le choix des nominations où ils ont été assez frileux. Catherine Langford de 13 Reasons Why, c'était pas une évidence non plus de la nommer. Mais c'est pas très intéressant. C'était pas très intéressant finalement. J'aurais plutôt nommé Alia Shawkat dans Search Party, qui est une jeune actrice qui pareil joue un truc assez étrange et qui impose une autre forme de féminité et une autre manière de jouer. Je trouve quand même que toutes ces nominations, ces palmarès, c'est à la fois, ça se veut un peu pop, un peu politique, mais c'est un peu normé, quoi. Vous nous avez donné vos choix d'actrices, mais dans la catégorie meilleure série dramatique, vous l'auriez donné à, je rappelle que les nommés étaient The Crown, Game of Thrones, Handmaid, Stranger Things et This Is Us. Je l'aurais donné à The Crown juste pour faire un big up à Romain. Moi, This Is Us, même si je trouve cette saison 2 moins attachante que la première, mais je l'aurais donné à This Is Us, effectivement. Bon, alors ça tombe bien, parce que This Is Us, il va en être question. Meilleur acteur dans une série dramatique, Sterling K. Brown, pour la série donc de Dan Fogelman. Avait-il vos faveurs ?
Oui, parce que finalement, ce qu'il y avait en face, c'était pas très très intéressant. Donc, je rappelle que ce qu'il y avait en face, c'était Jason Bateman pour Ozark, Freddie Highmore pour The Good Doctor, Bob Odenkirk, Better Call Saul et Liev Schreiber pour Red Donovan. Voilà, le numéro et la prestation de Sterling K. Brown, la série elle joue tellement sur l'émotion, sur l'empathie. This Is Us, c'est vraiment la série de des gens que tu as envie d'aimer et que tu suis parce que tu aimes ces personnages. On peut être péremptoire en disant que si vous ne pleurez pas devant This Is Us, c'est qu'il n'y a pas de cœur, en fait. Voilà. Ah. Mais pas d'âme. C'est ça. Vous êtes mort à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on lui donne le prix, parce qu'on est tellement attaché au personnage. Encore une fois, moi, je trouve que les nominations, elles sont pas si intéressantes que ça. Freddie Highmore, je trouve ça assez rigolo parce que la série, on la voyait pas venir, et que ce qu'il fait est un petit numéro de singe savant, mais qui est plutôt amusant et bien fait. Moi, Jason Bateman dans Ozark, qui a regardé ça là, moi, par exemple, je suis la personne qui l'a regardé voilà, sur Netflix. Moi, j'ai plutôt aimé la série en plus. Je trouve qu'esthétiquement, elle défend quelque chose de pas évident, et que lui, qui est plutôt connu pour ses rôles comiques, arrive à prendre une dimension différente dans un rôle assez dramatique et même assez inquiétant en fait. Donc bon, This Is Us, ça vous dérange pas plus que ça dans la catégorie? Ah ouais, non, je vais pas en dire du mal, hein, en avoir dit du bien à l'instant. Donc, Et alors, comment on explique l'absence de Mindhunter? Ah oui, ça c'est vrai. Oh, alors si on parle des absences, il y en a plein qui sont. Non, mais là en l'occurrence, dans la série dramatique, Jonathan la Groff, presse, voilà. Jonathan Groff qu'on aime Même d'amour. Ralph McElhenney, bien sûr. C'était évident. Il y a plein de nominations étranges, plein de gens comme ça qui manquent, où on comprend pas très bien pourquoi finalement les Golden Globes sont passés à côté. Ouais, vraiment Jonathan Groff dans Mindhunters, ou Matt Smith dans The Crown, qui est quand même assez génial. Mais The Crown a été nommé, hein. Je rappelle que je suis content de la série a été représentée, Renan. Mais je le répète. Le Mindhunter, rien. Non, mais il y a une série qui n'est pas représentée, par exemple, et c'est absolument politique. C'est Jeffrey Tambor qui a été qui est présent dans le palmarès tous les ans depuis 4 ans, et qui là a été simplement évincé pour des affaires de harcèlement, encore une fois, quoi. Oui, Kevin Spacey aussi, du coup. Mais ce qui est assez, du coup, logique. Ça aurait été drôle. Si nommé Kevin Spacey, on avait une bonne soirée. Je pense qu'on avait un petit moment de gêne génial. Il a été mentionné à de multiples reprises. Mais c'est vrai. Moi, je regrette aussi l'absence de VIP. Dans les séries comiques. Séries comiques. L'absence totalement. Justement, passons à cette catégorie série de rigolade. Même configuration, la série et actrice de la même série primée, The Marvelous Mrs. Maisel, série Amazon, une histoire d'une femme parfaite de l'Upper East Side new-yorkais au début des années 60, qui se découvre un talent pour le stand-up, une femme incarnée par la comédienne Rachel Brosnahan. On en fait des caisses quand on dit son nom. Est-ce que vous l'aviez vu venir ? Parce que je le dis honnêtement, moi pas du tout en fait. Non, on l'a pas vu venir, et en même temps on comprend pas très bien pourquoi c'est venu. C'est-à-dire que c'est très joli, c'est vraiment très 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 joli, c'est très bien fait. Par contre, ça bouscule rien du tout. Mais alors, rien du tout. Quand on voit que des séries comme Broad City continuent de foutre la merde et de raconter autre chose et de bousculer les codes de la féminité, comme Difficult People, par exemple, qui montre d'autres formes de personnages, c'est vraiment là, la fille drôle, mais quand même emballée dans un joli paquet. Smilf, par exemple, qui était nommé. Frankie Shaw était nommé. Ouais, franchement, ça, c'est beaucoup plus rentre dedans et beaucoup plus drôle. Après, on est très content pour Amazon, parce que pour le coup, ça a été toujours la razzia Netflix, et que là, pour le coup, cette série, elle est mise en avant. Par contre, c'est vraiment ça. Mais cette expression très vieillotte, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Pour le coup, c'est vraiment ça. Oui, j'avais envie de. Il est toujours bon d'essayer de la recycler, celle-là, vraiment. Expression macronienne. Et ben voilà, c'est ça. Non, moi je trouve que oui, c'est un joli produit. Moi j'ai passé un bon moment en la regardant. Je trouve que ça se laisse regarder, comme on dit. Par contre, vous gagerez que c'est quand même pas très vendeur de dire d'une série qui a été primée. Non, oui, ça se laisse regarder. Bon. C'est joli. Je trouve qu'en fait il y a trop de bons sentiments en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on est c'est Sal Macho à autant de Mad Men qui en plus laisse pas une fille être drôle, on ne peut pas être drôle et sexy à la fois, etc. Ça ne parle que de ça. Maintenant c'est vrai que l'actrice elle s'en sort quand même plutôt pas mal, elle est assez truculente et tout. Moi elle m'a beaucoup plu. Mais elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle est mignonne au sens c'est mignonnesque qu'elle fait. Mais il y avait une série géniale sur le stand-up qui s'appelait I'm Dying Up Here, qui était produite par Jim Carrey. Pareil, pas nommé. On sait pas pourquoi. Ou pareil, il y avait plein de rôles comme ça qui étaient très forts, qui parlaient de la comédie, qui parlaient de la prise de parole aussi. Et c'est le choix un peu c'est le choix un peu consensuel en fait. C'est comment être politique et consensuel en même temps. Ça dit aussi quelque chose du fait que justement la politique est devenue consensuelle. Et peut-être que ces Golden Globes vont permettre un peu à la série de marcher un petit peu mieux, parce qu'en général les séries sur stand-up ça ne marche pas. Non, je vous rappelle juste qui était nommé en face, catégorie meilleure actrice, pour que vous puissiez me refaire un petit
petit topo sur d'accord, pas d'accord. Il y avait Pamela Adlon pour Better Things, Alison Brie pour Glow, Issa Rae pour Insecure, et donc on en parlait, Frankie Shaw pour Smilf. Je pense qu'on sera d'accord sur Issa Rae. Issa Rae, oui. C'est incroyable qu'elle soit pas elle, que ce soit elle qui ait gagné. Pour le coup, la série, moi, me bluffe absolument. Elle la tient en plus d'une main de maître. Elle y est profondément à l'origine de la création de cette série, etc. C'est vraiment sa série, son produit, son projet, et je trouve ça vraiment assez scandaleux pour le coup qu'elle ait pas gagné ce Golden Globe. Mais pour le coup, de toutes les nommées, c'était peut-être Rachel Brosnahan qui était celle qui est peut-être la moins connue, mais qui avait le rôle le plus consensuel. Issa Rae, génial. Frankie Shaw dans Smilf qui va bientôt arriver sur Canal, c'est vraiment super bien. Pamela Adlon, c'est une série. Alors pour le coup, je pense que Pamela Adlon, elle a, à mon avis, eu un effet ricochet de Louis C.K. puisque la série est produite par Louis C.K. et je pense qu'elle méritait, à mon avis, le Golden Globe pour Better Things. Alison Brie pour Glow, moi je trouve pas fan de la série, donc je trouve que voilà, mais au moins il y avait une proposition. La série a des problèmes, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle se bat bien dedans, et puis elle est plutôt attachante dans la série. Elle fait du rôle qui est pas grand chose quand même, quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Et les nominations étaient du coup un tout petit peu différentes pour meilleure série comique ou musicale. C'était Blackish, Master of None, Marvelous Mrs. Maisel, Smilf et Will and Grace. Le retour. Non, mais moi, Will and Grace, je les aime d'amour, donc je leur aurais donné parce que ils m'ont fait rarement, j'avais autant ri, mais le retour de la sitcom, en fait. C'est ça aussi que, politiquement, ça aurait pu marquer, c'est le retour de la sitcom. Moi, il manque une série Netflix que j'aime beaucoup qui s'appelle Au fil des jours, One Day at a Time, qui est vraiment un des trucs les plus drôles que j'ai vu cette année, qui est la reprise d'une sitcom des années 70 refait au goût du jour avec notamment Rita Moreno dedans, si je me trompe pas. C'est vraiment très très bien, j'aurais nommé ça. Will and Grace, moi, j'étais hyper content de les retrouver. Bon, évidemment, mon chouchou, mais parce que je suis amoureux de lui, Masters of None, je leur ai donné haut la main. Il a été primé, Aziz Ansari, meilleur comédien dans une comédie. Ah, mais ça, c'était évident. Moi, je suis dégoûté qu'il m'ait pas remercié, mais ouais, j'ai vraiment. Vous êtes très copains, je crois. Mais on s'aime beaucoup. La mégalomanie de la personne est quand même très très gênante. Hein. Laissez-moi vivre dans mon rêve. Surtout que c'est pour une saison 2 qui est à peu près ratée, quoi. Faut être très très honnête. C'est le plus beau truc que j'ai vu cette année. Je vis à travers Masters of None. Alors pourquoi c'est très réussi, pourquoi c'est complètement raté? Le garçon a été primé, on a besoin d'en parler. Parce que c'est une série qui vous raconte comment vivre aujourd'hui, et c'est surtout une série de mecs, mais qui n'est pas une série sexiste. C'est une série qui vous raconte comment vivre aujourd'hui si vous habitez dans un appartement new-yorkais à 3 millions de dollars et qu'il y a... Et que vous avez une machine à faire des pâtes. Voilà, et c'est que mon cas. vous pouvez prendre une année sabbatique pour aller apprendre à faire des pâtes en Italie. Excusez-moi les pauvres, c'est mon cas. Je vis dans un appartement à 3 millions. Pardon. Ok. Non mais moi je l'adore, mais surtout c'est vraiment, je trouve que chaque épisode est extrêmement bien construit, que justement cette question de l'ouverture du regard, il y a un épisode génial qui se passe à New York où en fait on suit des personnages, on passe de personnage en personnage, c'est vraiment une idée à chaque fois. L'épisode Thanksgiving, écrit notamment par Lena Waithe, et Lena Waithe The Chi qui vient de commencer, c'est un chef-d'œuvre, je l'aime aussi. C'est que des gens qui sont, voilà, ils sont peut-être un peu hipsters, un peu branchés, mais je suis pour le front de libération des hipsters. Là vous parlez de la série, mais sur le comédien récompensé en question, Aziz Ansari, quand même grande force comique, en même temps sans déployer une énergie fatigante. Moi il me fait rire avec Allora, comme ça tout le temps. Allora, il me fait rire. C'est le moment où j'ai envie de me coller une balle dans la tête, en général, c'est quand il fait ça, quand il prend l'accent italien. Voilà. Mais Romain, vous aviez plutôt bien aimé la première saison de Master of None. J'avais adoré. Je trouve que la saison 2 a tous les défauts des qualités de la première saison, en fait. C'est assez incroyable, en fait. Je suis diamétralement... Oui, mais c'est la fin de notre histoire, Romain. Il va falloir à un moment être un terme à ça, je ne sais pas pourquoi. Masters of None, pour moi, c'est la vie. Voilà, point. C'est bien d'être père en sur ce genre de. La saison 1, c'est la vie. La saison 2, c'est un peu l'enfer. Vous l'auriez donné à qui, Romain, comédien? Je vous rappelle, les nommés sont. J'adore faire ça en fait, c'est juste pour le principe de pouvoir le faire une fois dans ma vie. Anthony Anderson pour Blackish, Kevin Bacon, I Love Dick, William H. Macy pour Shameless et Eric McCormack pour Will and Grace. Peut-être pour Kevin Bacon. Moi, je suis un peu dans votre équipe. Kevin Bacon pour toujours. Oui, mais Kevin Bacon, il faut rappeler que dans I Love Dick, il a quand même, à mon avis, 25% de dialogue et le reste, il se balade torse nu. Hein. Mais c'est ça qui est fort. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir plus pour avoir une bonne série, Renan? Telle est la question. C'est vrai, mais bon. Un jean sur Kevin Bacon, c'est tout ce que je veux voir, moi. Ah là, elle est belle la critique. Moi, je parle de vie, tout ça. Vous parlez de jeans, c'est tout. On parle d'une personne qui a quand même dit Master of None, c'est la vie. C'est vrai. Donc, c'est ça l'argument. Et Kevin Bacon, c'est un jean, hein, donc excusez-moi. Aucun autre candidat Ansari. Kevin Bacon, c'est vrai qu'il est très très bien dans I Love Dick, mais vraiment ce que fait Aziz Ansari et pourquoi ça marche, parce que c'est Aziz Ansari, je trouve ça parfait. Eric McCormack chez Beau Aimer Will and Grace, faut pas déconner quand même, il fait toujours la même chose. On est juste content de les revoir. William H. Macy, bon. Oui, voilà. Alors, on n'est pas juste content de les revoir, si on peut s'arrêter sur Will and Grace une petite seconde. Pour le coup, moi, là où je trouve qu'il y a un vrai tour de force dans le retour de cette série, c'est que ils ont réussi à la réinscrire
totalement dans le 2017 en fait quoi. Et c'était pas gagné parce que honnêtement la vie des homosexuels peut-être à New York comme ailleurs je pense a tellement changé en tout cas dans le monde occidental que c'était très très dur de retomber sur ses pieds avec des comédiens qui ont quand même vieilli et avec un concept qui devait forcément être différent que ce qui était fait il y a une dizaine d'années. Donc pour le coup c'est un tour de force, hein, vraiment, ça je suis d'accord avec Romain. Pour le coup, ça aurait pu être ringard et à chaque fois on se dit il touche un truc quoi, il tape pile au bon endroit. Donc ça aurait peut-être mérité une petite récompense. Non, on laisse toi Aziz Ansari. Ouais, on l'aime Aziz, je t'aime. Rien dit. Petite question, pourquoi Orange is the New Black est absent des nominations cette année ? Peut-être parce que Orange égale Donald Trump, donc ils se sont dit, je sais pas, théorie du complot. C'est très étonnant parce qu'après on aime ou on n'aime pas la dernière saison, il y a toujours des prestations assez étonnantes qui peuvent prétendre à la nomination. Les nominations, je me demandais s'il n'y avait pas une façon un peu de punir Netflix quand même, qui est quand même pas très présent et qui avait quand même fait la radia, Stranger Things, voilà, et qui les autres années avaient vraiment brillé en plus. Donc je me suis posé la question et puis pour le coup c'est vrai que comme le disait Ronan tout à l'heure, c'est vraiment l'année du triomphe. Enfin, peut-être pas du triomphe, mais en tout cas de la percée d'Amazon. Et je me demande s'il n'y avait pas un peu la volonté de faire exister une plateforme de streaming. Exister même Hulu, des choses comme ça. C'est le triomphe d'Hulu avec Handmaid's Tale. Mais pour le coup, moi, il manque une série. C'était plutôt la série dramatique, The OA. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été nommée là. Qui est une série Netflix également. Ouais, peut-être parce qu'elle est sortie en 2016, en fait, fin 2016. Ouais, mais ils jouent sur des dates. Enfin, je sais pas, on comprend pas très bien. Et puis surtout, moi, The OA, c'était vraiment la série que j'ai trouvée la plus importante diffusée par Netflix. Et ça méritait justement des prix, des reconnaissances. Je trouve que les Golden Globes ont un peu tendance aujourd'hui à récompenser, sauf The Amazing Mrs. Maisel, que pour le coup, c'est une vraie nouveauté qui avait été mise en valeur. Marvelous Mrs. Maisel, pardon. Ça ne venait pas tout de suite. J'arrivais pas non plus. Et ce qui est vraiment fort là, c'est qu'ils mettent en avant une série qu'on ne connaissait pas très bien. Mais sinon, ils ont récompensé quand même des blockbusters et des trucs que tout le monde a vu. Il n'y a pas le petit côté, on va mettre en avant un truc un peu caché que justement la presse aurait, à mon avis, à jouer. Très bien. Encore une fois, chaque nomination et chaque titre remporté de ce palmarès s'explique par une dimension politique qui, du coup, en fait, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, quoi. On se dit à chaque fois, ils l'ont choisi à cause de. Et même s'ils ne l'ont pas fait, on les soupçonne de l'avoir fait quand même. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors, on a parlé pas mal des absents, mais si je vous demande une petite recommandation, messieurs. Que ce soit un oublié qui mériterait vraiment qu'on s'y attarde ou Search Party, saison 1, saison 2, série diffusée sur OCS en ce moment, qui est une sorte de petit truc un peu étrange qui raconte l'histoire d'une bande de hipsters. Alors pour le coup, vous allez croire que vraiment je défends les hipsters, mais je défends le Front des libérations des hipsters. Et ça raconte ça, justement, ce mal-être. C'est une jeune fille qui s'appelle Dory qui ne sait pas très bien quoi faire de sa vie, et puis elle va se mettre à enquêter dans la saison 1 autour justement de la disparition d'une de ses vagues collègues de chambrée qui s'appelle Chantal, et elle est persuadée de l'avoir croisée dans la rue. Et en fait, c'est à la fois très ironique, très méchant, et en même temps, tout d'un coup, ça parle de la vacuité de cette vie d'aujourd'hui. C'est une série géniale, inattendue. La saison 2 est parfaite, les acteurs sont formidables. Pour moi, c'était la série qu'il fallait récompenser aux Golden Globes, et surtout parce qu'elle est moins connue. Vous essayez quand même de nous vendre une série dont l'héroïne s'appelle Chantal. Non, c'est Dory et Chantal. Romain ? Alors moi, je vais parler d'une série qui est assez imparfaite, mais qui, moi, m'a vraiment beaucoup touché, mais pour peut-être de très mauvaises raisons, je sais pas, mais c'est When We Rise, qui raconte la naissance des mouvements LGBT aux États-Unis. C'est une vraie leçon d'histoire. C'est vraiment un truc pas évident à faire. La série c'est une mini-série, mais elle a forcément des défauts. Mais je trouve que c'est Dustin Lance Black qui avait fait le scénario de Milk, qui a fait cette série. La série a des défauts, mais vraiment, regardez-la parce qu'on pleure beaucoup, on apprend énormément de choses et ça donne ça permet de réfléchir sur comment peut-être éviter que certaines choses se reproduisent demain, en tout cas. Pour le coup, c'était un prix politique à remettre à cette série qui aurait été assez forte, effectivement, When We Rise. Je propose que l'année prochaine, on nous laisse les nominations, qu'on n'en parle plus. Mais moi, je demanderai à Aziz, écoutez. Merci beaucoup Renan Cros, merci beaucoup Romain Burel. Ce premier Next épisode s'achève maintenant et je vous donne donc tous rendez-vous au même endroit, mardi prochain à 19h. Une demi-heure pour tout savoir. C'est un grand cinéaste de l'ambiguïté, quoi, du trouble. Et là, il n'y a rien. Le jeudi à 19h, Nos Ciné parlent fort de cinéma sur Séance Radio.